Le gouvernement s'entête à organiser des élections qu'il a déjà gagnées sur les papiers. Parce que cette liste électorale, truffée d'irrégularités, des gens qui ne peuvent pas répondre de leur identité, des gens qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère sur les listes électorales, des mères qui ont près de 600 enfants sur les listes électorales. 600 enfants? Même plus. Ah ouais? Voilà. Des mères qui ont accouché à la même heure, le même jour, dans 2 maternités différentes. Cette liste électorale nous fait peur parce qu'elle risque de produire de la violence dans notre pays. Et c'est pour ça que, vous me voyez, je suis sur un plateau, on n'est pas dans les maquis. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Pascal Ogbo, représentant du PPACI ici en France. Bonsoir Pascal. Bonsoir M. Gueye. Merci d'avoir notre invitation. Pascal, Laurent Gbagbo, un candidat de votre famille politique, n'est pas inscrit sur la liste électorale. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? On s'y attendait. Comme nous l'avons toujours dit, c'est une injustice que notre candidat subit. Donc nous continuons de lutter afin que cette injustice soit réparée. Est-ce que vous avez vraiment cru sérieusement à une inscription du président Gbagbo sur la liste électorale? Mais ce n'est pas une croyance. Les signes n'étaient pas annonciateurs quand même. Ce n'était pas une croyance. Mais selon ses droits et selon le droit, il doit être sur la liste électorale. Si ce n'est pas fait, c'est une injustice et nous continuons de combattre cette injustice-là et nous passons à voir la solution avant les élections. Et justement, que comptez-vous faire désormais? Quelle est la stratégie du parti? Mais nous n'avons pas une autre stratégie. Notre stratégie aujourd'hui, c'est de continuer à dénoncer les injustices que subit notre candidat, parce que nous trouvons que ce n'est pas juste qu'on condamne Laurent Gbagbo, qu'on continue de condamner Laurent Gbagbo pour des faits qui sont amnistiés. Voilà. Pour des faits qui sont amnistiés. En Côte d'Ivoire, depuis le 18 janvier 2018. Parce qu'en droit, ce n'est pas une personne qui est amnistiée. Ce sont des faits. Et ces faits ont été amnistiés. C'est-à-dire tout ce qui est de la crise post-électorale. Au nombre desquels la casse de la BCEAO. Parce que c'est un cadre qui était co-accusé du président Gbagbo, sont en liberté et ont leurs droits civiques, à l'exemple du ministre Kone Katina, à l'exemple du premier ministre Akin Ngbo, pour ne citer que ceux-là, sont en liberté. Donc, normalement, dans le droit, Gbagbo devrait pouvoir bénéficier de cette amnistie. Aujourd'hui, on le poursuit pour des faits qui sont déjà amnistiés. Donc c'est là que se trouve l'injustice. Alors, il faut réparer. Le discours a changé un peu chez vous. D'habitude, c'était on ne reconnaît même pas ce soit des cas de la BCEAO. Aujourd'hui, vous mettez en avant l'amnistie dont d'autres a bénéficié d'autres cas de votre parti. Non, mais c'est donc, vous savez, c'est comme si vous reconnaissez la condamnation maintenant. Non, pas qu'on reconnaît la condamnation. C'est pour dire que même si la condamnation avait existé, si la condamnation avait existé pour certains faits, mais ces faits-là ont été amnistiés. Voilà. Donc, c'est ça. Parce que l'amnistie n'amnistie pas des personnes. Ce sont des faits qui sont amnistiés pour lesquels le président Laurent Gbagbo est toujours poursuivi. Et en même temps, à côté de ça, nous disons que une justice, quand même, il y a des régularités qu'il faut respecter pour que le résultat lui-même de la justice, du procès, soit régulier. Donc, c'est pour ça que nous ne reconnaissons même pas les décisions qui ont été prises par le tribunal d'Abidjan. Parce que vous savez, dans nos tests en Côte d'Ivoire, un ancien président de la République n'est pas jugé par un tribunal ordinaire. D'abord, ça constitue un élément d'irrégularité. Et deuxième élément, c'est que le président Laurent Gbagbo était devant la Cour pénale internationale pour les mêmes faits.
Et il n'a même pas été informé. Mais là, il est condamné dans l'affaire des cases Labé-Siao devant la CPI, ce n'était pas pareil. C'est la même chose. La CPI a jugé les faits de la crise post-électorale, au nombre desquels la case de la BCAO. Ça en fait partie. Donc, on ne peut pas le poursuivre pour les mêmes faits pendant que eux-mêmes, ceux qui l'ont amené en Côte d'Ivoire, savent que Gbagbo est devant la Cour pénale internationale et on le juge derrière par contumace. Vous savez ce que ça veut dire? Et parlant d'amnistie, vous savez que les députés aussi peuvent prendre l'initiative à travers ce qu'on appelle une proposition de loi d'amnistie. C'est un cas du RAGP 10, mais ils peuvent proposer une loi, au moins démontrer qu'ils ont envie. Mais ils dénoncent une forme d'orgueil de votre part. Mais non, c'est ce que je suis en train de dire. En droit, ce sont des faits qui sont amnistiés. Donc, il n'y a pas de nouveaux faits. Les faits pour lesquels on le poursuit ont été déjà amnistiés, voilà, depuis le 18 janvier 2018. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, il n'y a pas de nouveaux faits. Il n'y a pas besoin pour vous de refaire une nouvelle loi d'amnistie. Mais il y a déjà une amnistie. Et lorsque il y a eu la décision de l'amnistie, les autorités d'alors ont demandé que Gbagbo bénéficie, les autorités de notre parti d'alors ont demandé que Gbagbo bénéficie de cette amnistie. Alors l'administration ivoirienne a dit non, il est encore devant la CPI, donc pour l'instant, il ne peut pas bénéficier de cette décision, d'accord. Mais Gbagbo a été acquitté, il est rentré en Côte d'Ivoire et les faits pour lesquels il continue d'être condamné sont déjà amnistiés. C'est sur ce problème-là qu'il faut insister. Parce qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour des faits qui sont amnistiés. Bien, parce que donc à ce stade, vous nous confirmez qu'il n'y a pas de solution de secours aujourd'hui. Le président Gbagbo reste le candidat du PPACI. Mais c'est notre candidat. C'est notre candidat et avec lui, nous sommes rassurés de gagner les élections le 25 octobre prochain. C'est notre candidat. Il n'y a pas d'alternative, c'est le candidat du PPACI. Vous savez, une république est faite des règles. Il faut respecter les règles, c'est tout. Parce que si et si jusqu'au 25 octobre, il n'est pas sur la liste électorale, Pascal, on fait comment? Mais il faut des candidats pour qu'on parte aux élections. Et si M. Gbagbo voilà. passe la Maintenant, ce sont des candidats qui vont aux élections. Oui. Si nous, on n'a pas de candidats, mais on va aux élections comment? Et donc boycott, s'il n'est pas sur la liste électorale. On ne veut même pas boycotter. Nous voulons une élection inclusive. Nous voulons une élection démocratique. Mais nous ne pouvons pas aller à des élections si on n'a pas de candidats. Justement. Notre candidat, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais ce qui se dessine aujourd'hui, c'est que le PPACI n'a pas de candidat sur la liste de départ. Oh, je ne sais pas comment les gens voudraient qu'on parle. Je ne sais pas comment... Non, mais c'est parce que je vous comprends, mais sauf qu'il y a une réalité aussi qui est là aujourd'hui, c'est qu'il ne peut pas compétir. Donc on essaie de comprendre qu'est-ce que le PPACI peut mettre en place. C'est vraiment ça un peu notre... Une réalité se fonde par du réel. Oui, d'accord. Voilà, là il y a du faux, on est dans du faux. On est dans du faux, on est dans quelque chose qui est irrégulier. Nous ne pouvons pas adosser notre République à des choses qui sont fausses. Il faut respecter les fondements de la République. Parce que dans une république, ce sont des règles qui font fonctionner cette république-là. Et ces règles-là disent que le président Laurent Gbagbo jouit de tous ses droits pour être candidat aux élections prochaines. Alors, des gens ne vont pas bander des muscles pour l'enlever de la liste électorale comme ça, et puis en face, faire comme s'il n'y avait rien. Ici, je voudrais prendre l'opinion internationale à témoin. Parce qu'il y a eu une ordonnance de la Cour européenne des droits de l'homme et des peuples qui demande à Ouattara, M. Ouattara, d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il faut que cette loi-là soit respectée. C'est tout. On ne peut pas, on ne bande pas les muscles dans une république. Une république fonctionne par des règles, par des lois. Et ces lois-là disent que le président Laurent Gbagbo, bénéficiant de ses droits civiques, a le droit d'être candidat. Bien, en tout cas, on attend de voir ce que portera un peu vos actions, le fruit de vos actions. Mais pour le moment, le calendrier électoral est serré et précis. Cela ne laisse pas la place à une nouvelle révision électorale avant la présidentielle d'octobre. Ce sont les mots du président de la CEI. Que nous répondez-vous, Pascal? C'est une mauvaise foi. Parce qu'on ne peut pas nous parler de serré. Serré par rapport à quoi? Les élections n'ont surpris personne en Côte d'Ivoire. La CEI est payé par le contribuable ivoirien.
le contribuable ivoirien a mis des moyens à sa disposition pour ne pas qu'elle soit surprise par un calendrier quelconque. Qu'est-ce qui est serré? Il n'y a rien qui est serré. Nous demandons à la CEI d'organiser la révision de la liste électorale comme prévu par les tests de la CEI. Il faut réviser, c'est une fois par an, il faut réviser la liste électorale pour ne pas faire préjudice pour ne pas faire préjudice à plusieurs millions d'électeurs qui ne sont pas sur la liste électorale. C'est tellement normal. On ne peut pas, d'une décision, d'une institution, priver certains citoyens de leurs droits civiques. Ce n'est pas normal. On ne peut pas accepter ça. Et selon les chiffres de la CEI, à ce jour, il y a près de 8,7 millions d'électeurs sur la liste électorale provisoire. Ouais, elle est provisoire, mais elle n'est pas définitive. Voilà, elle n'est pas définitive. Et en même temps, ici, je profite pour dire que ce sont des irrégularités qui sont créées sciemment par la CEI pour créer une fausse liste électorale qui donne déjà gagnant au RHD. Vous avez reçu la liste électorale, hein? Votre parti a reçu la liste, le fichier. Oui, bien sûr, on a reçu le fichier. Nous avons, je suis de la diaspora, je suis le représentant du PPACI France. Regardez un peu, par exemple, le contentieux en France. Nos camarades qui sont à l'intérieur, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, un peu partout, sont obligés de venir à Paris pour le contentieux. Ce qui n'est pas normal. Alors qu'on a fait l'enrôlement, il y a eu des points d'enrôlement un peu partout dans la France. Justement. Mais pour le contentieux, on demande à nos camarades de toute la France de venir à Paris en semaine. Alors qu'on sait tous qu'ici, les camarades de la diaspora travaillent. Alors quel temps voudriez-vous que les gens aient pour venir, pour faire le déplacement de l'intérieur à Paris? Tout ça, c'est fait exprès pour biaiser le système. Mais nous sommes très vigilants. Nous sommes très vigilants et nous sommes en train de faire là des réclamations que nous serons obligés de porter au plus haut de la direction de la CEI. Mais c'est fait, de toute façon, c'est fait exprès pour ne pas que nos camarades viennent au contentieux, plein d'erreurs qu'ils ont fait sur l'identité de certaines personnes qui sont obligées de rallier Paris. Bordeaux-Paris, Lyon-Paris, Marseille-Paris, pour juste corriger, mettre un E à la place d'un O. Ça pouvait se faire sur place comme on l'a fait pendant les enrôlements. Voilà. Pascal, pourquoi le PPACI n'a pas rejoint Cap Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique? On avait déjà lancé l'appel de Benoît. On avait déjà lancé l'appel de Benoît pour les mêmes causes, pour les mêmes raisons. Et quand vous regardez le contenu de Cap 2025, créé par 25 partis, c'est pratiquement le même message. Donc vous pouvez vous retrouver dans... Ça dit lutter pour créer des conditions d'une élection transparente, inclusive et démocratique. C'est la même chose que le président Laurent Gbagbo, le même appel que le président Laurent Gbagbo avait lancé. Donc je pense que leur combat au sein de leur organisation et leur combat à notre sein aussi convergent, va dans la même direction. Et pourquoi ne pas les rejoindre alors? Mais on les rejoint pour faire quoi? Mais ils sont 25, ça fait 26 si vous arrivez. Mais il y a 100 partis en Côte d'Ivoire. S'ils ont pris, comme l'a dit la dernière fois le professeur Dano Guégué, il y a près de 100 partis déclarés. Si 25 sont partis avec eux, mais on peut réorganiser les 75 là qui restent pour faire une coalition. Le plus important, toutes ces coalitions vont contre... C'est quoi, c'est un problème de leadership? Vous ne voulez pas rejoindre certaines personnes comme Mme Simone Eivé ou Chablé Goudé? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas de problème de leadership. Il n'y a aucun problème de leadership. Et je crois que c'est pour gagner un combat. Et donc on peut se mettre tous ensemble? Mais oui, mais même de façon dispersée, c'est toujours la même opposition qui pose le même problème. Regardez, quand on partait à Marcoussis, c'était le noyau central, c'était le RDR. Mais ils se sont ramifiés, MPIGO, MPJ, pour le même objectif. Donc, je crois que c'est similaire. Nous menons, il y a un seul adversaire qui s'appelle Ouattara. Et quand vous regardez, par exemple, l'appel de Benoît a le même contenu que l'appel des 25 partis qui se sont mis ensemble. Donc, ça nous rend toujours plus forts. Mais nous demandons aujourd'hui que le gouvernement de M. Ouattara ouvre un dialogue franc autour de ces élections-là. Et c'est cette pression-là, les différentes organisations
qui sont constitués pourraient mener comme combat. Peut-être il en aura encore d'autres. Le gouvernement qui ramène les partis politiques aux conclusions du dialogue déjà effectué sous la primature de Patrick Kaché à l'époque. Oui, vous savez, il ne faut pas ruser. Dans une république, il ne faut pas ruser avec le peuple. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Il ne faut pas ruser avec le peuple parce que c'est le peuple qui est souverain. M. Ouattara veut ruser avec le peuple. Et nous savons où il veut amener la Côte d'Ivoire. On dialogue dans une république parce qu'il y a problème. Donc il ne va pas nous ramener à des conclusions qui n'ont pas réglé le problème. Nous lui demandons d'ouvrir un dialogue pour discuter avec les partis politiques, avec le peuple de Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand on parle un peu en Côte d'Ivoire, la CEI dit non, on a discuté avec les partis politiques. Mais non, la CEI n'appartient pas qu'à des partis politiques. La CEI fonctionne avec le contribuable ivoirien, donc avec tout le peuple ivoirien. En Côte d'Ivoire, elle est composée aussi de partis politiques. Oui, mais en Côte d'Ivoire, on a des gens qui ne sont pas dans des partis. En Côte d'Ivoire, on a des gens qui ne sont pas politiques. Donc, tout cela dépend de la CEI. La CEI doit prendre en compte les besoins et les propositions du peuple. Sinon, on va tout droit dans une autre crise qui sera plus grave. Parce que le PDCI-RDA, je vais y arriver, le PDCI-RDA de Tidiane Thiam est un allié pour vous? On est alliés depuis que Bédié et Gbagbo se sont rencontrés à Daoukro. De Tidiane Thiam, le PDCI de Tidiane Thiam. Non, mais il n'y a pas de PDCI à mon avis. Hein. Bédié est décédé et son successeur s'appelle Thiam, qui n'a pas remis en cause le rapprochement que nous avons eu avec le PDCI-RDA. Donc pour nous, on est toujours proches. Et nous travaillons dans ce sens-là. Très bien. L'actualité politique aussi en Côte d'Ivoire, c'est le retour de Konetefou à ces cadres de Génération et Peuple Solidaire, GPS, le mouvement de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, Konetefou qui est revenu au RHDP. Que vous inspire tout ça, Pascal? On va en politique et chacun a son calendrier. Voilà, c'est son calendrier à lui. Konetefou qui est très proche quand même du président, du Premier ministre Soro. Hein. C'est son calendrier privé. C'est son calendrier à lui. Nous nous luttons pour délivrer le peuple de Côte d'Ivoire otage du RHDP. Et notre combat se terminera au soir de notre arrivée au pouvoir pour redresser la Côte d'Ivoire qui va très mal. Donc, et en Côte d'Ivoire aussi, il y a l'affaire des ACD frauduleux, ACD pour arrêter de concession définitive, où Bakary Komé a été mis sous surveillance par la DST avec interdiction de quitter la Côte d'Ivoire. C'est une satisfaction pour vous? C'est une honte. C'est une honte parce que nous sommes dans une république. Nous sommes dans une république et ce n'est pas Konetefou qu'il faut voir. Pardon. Voilà, c'est pas Bakary Komé. C'est pas M. Bakary Komé qu'il faut regarder. Il faut regarder les personnes à qui la Côte d'Ivoire a confié la gestion de la Côte d'Ivoire. Pour que des voyous comme ça viennent prendre en otage un circuit aussi important de la République qu'est les terrains dans notre pays. C'est ceux qui l'ont laissé faire, qui sont en complicité avec lui. Parce que c'est un système, ça c'est depuis longtemps le problème du foncier se pose en Côte d'Ivoire. Et ça fait 15 ans que Ouattara est là. Et ce problème n'a jamais été résolu. Donc ne regardons pas M. Bakary, mais regardons la défaillance de ceux qui ont en charge le problème du foncier. Et donc vous dites que le ministre de la Construction devrait normalement démissionner? C'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité de protéger les Ivoiriens en matière de foncier. C'est sa responsabilité. Donc, je ne vois pas de Bakary dans le dossier. Je regarde plutôt une défaillance du ministère chargé du plan et de la construction. Très bien. Pascal, ici, au niveau de la diaspora, il y a eu une affaire qui a beaucoup fait le buzz. C'est le procès de Souleymane Gbagbo, hein, qui est membre de votre parti politique. Comment il va? Quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Il va bien. Et j'en suis heureux. Il va bien. Vous savez, on n'avait pas prévu ce qui est arrivé à notre camarade. C'est mon délégué à la mobilisation, c'est un de mes secrétaires de section qui a connu ce problème-là. Je voudrais, en tant que socialiste, en tant que progressiste, dire merci
à tous les camarades qui se sont levés comme un seul homme pour que notre camarade soit libéré de la prison et soit mis en sécurité. Sincèrement, c'est un problème qui nous a tous confondus. Et moi, en tant que responsable du parti à Paris, j'ai regardé juste le résultat. Et le résultat, c'est que nous avons tout mis en œuvre pour que notre camarade soit libéré. Et ici, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont participé à l'œuvre de la libération de notre camarade, à commencer par le président Laurent Gbagbo lui-même, qui n'a pas arrêté d'appeler Paris pour avoir de ses nouvelles. Il s'est personnellement impliqué dans ce dossier de la libération de notre camarade. Je voudrais sincèrement lui dire merci aux avocats, dire merci à notre camarade, notre maître Abiba Touré, qui dans l'ombre a fait un gros travail pour que notre camarade soit en sécurité aujourd'hui. Je voudrais lui dire merci et saluer surtout la mobilisation des femmes, avec à leur tête Célestine Kipré, les jeunes avec à leur tête Ange Guepia et tous les camarades panafricains qui n'ont pas baissé les bras, eux aussi saluer le GPS qui avait la présence de notre camarade Soulé de Paris, qui a fait un travail formidable, pour ne citer que lui. Donc je voudrais dire que nous sommes sortis par le haut, parce que ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était pour nous faire taire en esradant notre camarade. Est-ce que vous faites, ici, les membres de votre parti font l'objet de menaces? Le président Thiam, lors d'une interview chez nos confrères de France 24, avait déclaré faire l'objet de menaces et tout. Est-ce que vous aussi, vous êtes aujourd'hui exposé directement? C'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Même en France, ici. Même en France, mais c'est à tous les niveaux. Quand, en tant que politique, on enlève ton enfant pour des raisons politiques, ça veut dire que toi, le père, tu es menacé. Tout à l'heure, je le disais, il dit que Babou Koné est mon délégué à la mobilisation, il est secrétaire des sections. S'il est menacé, ça veut dire que c'est la politique, notre combat qui est menacé. Ça dit l'objectif, c'était de nous faire taire. Donc, on est tous menacés. On est tous menacés. On est sur un plateau, je ne peux pas tout dire, mais quand on enlève, en tant que politique, on tente d'enlever ton enfant, il ne faut pas penser que toi, le père, tu n'es pas visé. On est tous visés. Mais notre objectif, ce n'est pas d'accuser qui que ce soit, mais nous disons que nous sommes les enfants du président Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, partout où nous sommes passés, on a toujours lutté avec les leviers de la démocratie. Donc, que les gens n'aient pas peur. Mais nous menons un combat pour que la Côte d'Ivoire sorte du haut pendant ces élections que nous attendons tous. C'est ce combat-là que nous menons. Nous ne sommes pas agressifs. Les gens nous connaissent de toutes les façons. Nous sommes de ceux qui ont battu le pavé ici pendant 10 ans pour que le président Laurent Gbagbo soit libéré de la CPI. On n'a jamais cassé une seule vitre. Donc, que les gens nous laissent faire la politique pour que la Côte d'Ivoire sorte de ces élections-là grandie. Ça, une dernière question, que vous inspire le climat politique préélectoral que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que vous avez peur pour votre pays? Oui, naturellement. Quand chez nous, on dit quand tu as déjà été mordu par un serpent, quand tu vois une corde, tu sautes. C'est la peur qui fait ça. Voilà. En 2010, on a connu une élection très violente, avec une rébellion qui est descendue du nord de la Côte d'Ivoire avec des armes, des lance-roquettes. Et c'est à la sortie de cette guerre que un président est sorti de la fumée des armes qui nous dirige aujourd'hui. Et je vais plus loin. En 2020, on a aussi vu ce qui s'est passé en violation de la Constitution, en ses articles 55, 183. M. Ouattara s'est imposé comme candidat pour faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Il y a eu des violences, il y a eu des morts. Des têtes humaines ont servi de ballons de football dans des villages. Aujourd'hui, à l'approche d'octobre 2025, nous voyons une CEI qui est inféodée
au parti au pouvoir. Une CEI qui est inféodée au RHDP. C'est naturellement que ça fait peur. Ça risque de produire les mêmes effets de 2010, les mêmes effets de 2025 et de 2020. Et c'est ça qui fait peur au peuple. Mais en même temps, il faut dire que les gens veulent faire peur pour confisquer le pouvoir d'État. Et nous, ici, nous demandons au peuple de Côte d'Ivoire, qui est souverain. C'est le peuple de Côte d'Ivoire, dans tous les pays du monde, dans toutes les républiques, ce ne sont pas les partis politiques qui sont souverains. C'est le peuple qui doit prendre ses responsabilités. Le peuple doit prendre ses responsabilités pour dégager de son corps cette peur-là qu'on veut lui imposer. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de plus normal pour un gouvernement d'organiser un dialogue pour éviter des crises? Mais non, le gouvernement s'entête à organiser des élections qu'il a déjà gagnées sur les papiers. Parce que cette liste électorale, truffée d'irrégularités, des gens qui ne peuvent pas répondre de leur identité, des gens qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère sur les listes électorales, des mères qui ont près de 600 enfants sur les listes électorales. 600 enfants? Même plus. Ah ouais? Voilà. Des mères qui ont accouché à la même heure, le même jour, dans 2 maternités différentes. Cette liste électorale nous fait peur parce qu'elle risque de produire de la violence dans notre pays. Et c'est pour ça que, vous me voyez, je suis sur un plateau. On n'est pas dans les maquis en train de préparer des rébellions, des attaques de certaines personnes. Nous sommes sur un plateau pour dire, pour prendre l'opinion internationale à témoin, pour prendre Amnesty International à témoin, pour prendre l'ONU à témoin, pour prendre l'Union européenne à témoin, pour ne pas que demain les gens disent « on ne savait pas ». Non, c'est aujourd'hui qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, une élection violente est en train de se préparer avec une CEI portant les germes d'une guerre, d'une crise post-électorale. Voilà un peu ce qu'on pourrait retenir aujourd'hui dans notre pays. Mais nous continuons de demander du dialogue. Nous demandons de continuer de demander à ce que le nom de tout le monde soit inscrit. C'est tellement normal. Il faut inscrire le nom de tout le monde sur la liste électorale. M. Ouattara se targue d'avoir un résultat inattaquable. Mais quand tu as un résultat inattaquable, mais ton parti va aux élections avec une avance sur les autres qui viennent de l'opposition. Mais tu confisques la liberté d'expression de certaines personnes parce que tu veux confisquer le pouvoir. Et je peux vous dire que ça ne passera pas cette fois-ci. Merci beaucoup Pascal. Merci à Romain Clicquot de Menc à la réalisation. Portez-vous bien et à lundi. Merci beaucoup.